Inga 3, est de l'énergie qui échappe aux Congolais? On en saura dans quelques instants, du moins. C'est un projet qui dérange aujourd'hui la coalition de ONG pour la réforme et l'action publique qu'on appelle CORAP. CORAP, représenté ici par Monsieur Emmanuel Moussou, qui est secrétaire technique. Le portrait. Emmanuel Moussouyou est secrétaire technique de la coalition des ONG pour le suivi de réformes et de l'action publique. Cet ingénieur en gestion de l'environnement et assainissement travaille depuis près d'une décennie sur les énergies renouvelables, reconnu aussi comme chercheur sur le droit socio-économique. Emmanuel Moussouyou défend les populations congolaises à travers son implication dans les réformes et actions publiques développées au bénéfice des intérêts de ces dernières. La défense des intérêts de communauté, une de ses plus grandes motivations qui prend de plus en plus corps. Monsieur Emmanuel, bienvenue sur ce plateau. Merci madame. C'est une première invitation pour parler énergie, Inga 3. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce projet? Inga 3, normalement, ça doit être un projet qui doit être accueilli par tout le Congolais parce que ça sera une fierté nationale de développer un projet qui sera le plus grand projet au monde. Mais le problème, c'est que le contour autour du projet n'est pas bien ficelé. Au fait, il y a des préalables qu'il faudrait prendre. Malheureusement, cela est soit ignoré ou mis de côté, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ça nous dérange. Par exemple, la Commission mondiale de barrage, dans un de ses rapports, dit que pour un projet en phase comme le projet Inga 3, comme le projet Grand Inga, c'est-à-dire Inga 1, Inga 2 existent. On va maintenant construire quelques barrages à partir de Inga 3, c'est-à-dire Inga 3, 4, 5 jusqu'à 8. Et la Commission mondiale de barrage dit que de tels projets en phase doivent, avant de passer à l'autre étape, il faut résoudre le problème précédent. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des communautés qui sont restées sans terre, qui ont été délocalisées, mais qui n'ont jamais été indemnisées. Malheureusement, cela n'est pas d'actualité. Une autre chose, c'est que Inga 3, on veut le développer alors qu'il y a toute cette problématique des impacts. Il a été réalisé... Quel type d'impact? Environnemental, social, économique. Jusque-là, il y a une étude de faisabilité qui a été réalisée sous le financement de la BAD. Et cette étude, c'est vrai qu'elle encadre l'ensemble du site d'Inga qui doit être développé avec 45 000 MW, plus ou moins. Mais il n'y a pas d'étude d'impact environnemental spécifique pour Inga 3, qui est en fait la mère du projet Grand Inga. Pourquoi est-ce que vous conditionnez ce projet à l'environnement? D'abord, au fait, Inga 3, il y a toutes les questions environnementales qui doivent entrer en ligne de compte. Pourquoi? L'eau, c'est une ressource qui, n'est-ce pas, est dans l'environnement, est considérée comme une ressource verte. Oui, on va développer le projet Inga 3 qui sera construit sur le fleuve Congo. Mais je voudrais ici mentionner que le fleuve Congo aujourd'hui, au moment où je vous parle, connaît des sérieux problèmes pour son débit, à cause de l'ensablement. Au niveau du bief maritime, si vous partez de Matadi, en fait après Inga, ça prend Matadi, Boma, Mwanda. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème d'ensablement. Et la CVM, la congolaise, la voie congolaise des voies maritimes, l'a affirmé. Et le constat de l'ensablement a commencé depuis l'érection du barrage Inga 2. Et c'est prouvé. Une autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'il y a l'océan qui, aujourd'hui, avec la remontée des eaux, est en train de prendre de l'espace sur le fleuve Congo. Et le risque, c'est qu'on va perdre notre ressource en eau douce, qui est aussi importante, recherchée partout dans le monde. Et donc, mais pour sur dire une zone tampon, peut-être que c'est aussi le parc de mangrove qui sera aussi menacé. Il y a beaucoup d'impact aussi. Mais c'est pourquoi je ne voulais pas tout de suite lier la remontée des eaux au problème d'Inga. Par contre, je suis en train de démontrer comment est-ce que Inga impacte sur le fleuve et le fleuve va subir au fait cette incursion au fait de l'océan, au fait cet envahissement par l'océan et on va perdre notre ressource. Pour dire que Inga 3 sera plus grand que
que Inga 1 et 2 qui existent. Parce qu'on va produire, peut-être, je suis en train d'entendre parler de plus ou moins 22 gigas ou 22 000 mégawatts. Il est impossible de trouver de solution par rapport à cet ensablement. Mais oui, on peut trouver des solutions pour l'ensablement, mais il n'y a pas que ça comme impact. Parce que il y a aujourd'hui, déjà sur base des prévisions, c'est que le projet, les barrages sera construit sur le fleuve. Et une autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'à l'époque, on avait beaucoup d'espèces, hein, beaucoup d'espèces au fait de poissons aquatiques. Et d'autres, oui, des animaux aquatiques. Mais aujourd'hui, il y a eu disparition sensible. Et le fleuve, un barrage, quand il est érigé sur le fleuve, rassurez-vous qu'il y aura certainement des perturbations de l'écosystème et cela va impacter sur la vie des espèces aquatiques. Ça, c'est aussi un impact qu'il faut considérer. Mais en dehors de cela, parce qu'il y aura ce barrage sur le fleuve, il y aura retour des eaux. Et sur base des prévisions, aujourd'hui, il y a la cité de Luozi, une grande partie de la cité de Luozi qui pourra être inondée. Ça, c'est grave, c'est pas moindre. Plus de 37 000 communautés selon le gouvernement. Pensez-vous que rien que la perte de la biodiversité aquatique pourra nous empêcher de concrétiser ce projet, comme vous l'avez dit au début, une fierté pour le pays dans les toutes prochaines années? J'aime bien votre question parce que vous avez commencé à parler. Est-ce que vous pensez que rien que l'ensablement, et là vous êtes à une deuxième cause, hein, en fait un deuxième impact, oui, qui est la disparition. Peut-être que les problèmes ils sont minimes par rapport à la vision. Non, mais c'est vrai que sur le plan environnemental, on peut considérer que les choses sont minimes. Mais pour arriver à le dire clairement, il faut des études d'impact environnemental et social. Mais je vous assure qu'il n'y a pas d'études d'impact environnemental et social pour le projet Inga 3. C'est parmi les conditions d'ailleurs. La loi dit que dans tout projet comme Inga, il faut qu'il y ait des études au préalable. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? C'est que le gouvernement est en train de vendre le projet, c'est-à-dire il invite les investisseurs à venir investir dans le projet sans qu'il y ait études. Qu'est-ce qui empêche à mener ces études? Qu'est-ce qui empêche à mener ces études? C'est de l'argent. Mais tout pays sérieux, ça ne demande pas $1 milliard pour mener ces études. L'autre fois, la BAD avait financé autour de 73 millions de dollars. Et dans ces fonds, ça a permis qu'on mène des études de faisabilité. Et donc, moi, je considère que si le pays est sérieux, normalement, le pays, parce que ça revient d'ailleurs... Donc, vous estimez qu'il n'est pas sérieux pour l'instant? Je suis en train de mettre en doute, au fait, le niveau de la gouvernance. Parce que, écoutez, madame, c'est notre projet à nous. Si il faut qu'on le fasse, qu'on le réalise bien, il faut qu'on mette quand même, qu'on réussisse à résoudre les préalables. Dans quel sens? Dans ce sens que le gouvernement ne mettra pas de moyens, si ce n'est son espace. C'est le site d'Inga, et puis voilà. Et l'ensemble des financements viendront des partenaires extérieurs, ces Chinois, en fait, de ces groupements chinois et européens. Et pour le gouvernement, c'est ça la solution. Alors que dans le passé, il y a de ces pays qui ont commencé avec cette initiative de partenariat public-privé. Je peux citer la France, l'Angleterre et autres. Mais aujourd'hui, en France, on ne veut plus parler du partenariat public-privé à cause de tous ces dégâts qu'il a créés par la suite. Notre pays est déjà faible sur le plan économique. Et en considérant que cette forme de financement ne va pas amener de la dette, on se trompe. Peut-être pas une dette directe, mais il y a toute cette dette qui devra être payée par le contribuable, par le consommateur de l'énergie. Pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. On en parle de plus ou moins 30 ans. Et la loi sur l'électricité aujourd'hui laisse la question ou les années de la concession ouvertes, c'est-à-dire 30 ans, ça peut aller au-delà. Et donc c'est plusieurs années où les gens seront là à payer des dettes. Alors, je reviens vers vous, le temps pour nous de prendre l'éco-découverte. Éco-découverte. Nous sommes à Mwanda, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo, précisément à Sionfumu, village des pêcheurs. Philippe Nkobe, la cinquantaine révolue, marié et père de famille, parcourt chaque jour 2 kilomètres à pied
de sa maison à son champ d'acacia dans la forêt de Sala. Ce concessionnaire s'est retrouvé à tout hasard à planter des acacias sans en connaître les bénéfices. Pona acacia na lona ki yango pona mutuye te. Na lona yango kaka neti kaka nzete moko ona yoki keno enokusaka mbula. Ona yebi keno mutu na koloba keno enokusaka mbula na kendeka na tike to lona ngo nano. Tomeka. Mena lona ki yango tena mutuye bien ko sala boye na kuzula ngombo. Tout a commencé il y a 10 ans. Les pépinières d'acacia ont été installées. Un travail accompli dans une ambiance familiale entourée de plusieurs collaborateurs. Bandaki nanu pépinière soto oyo to lokote ebimi to ko to tche. Mais après to monaki ba to komo tchana ba sachet. Ndenge to lona ka ba avocat tche. To komo tchana ba sachet to bando classé. Ezaka pe passe. Moni mosusu ko raté. Mosusu ebimi te. Les hommes, il y a des personnes qui doivent plus ou moins 15 personnes. Pour passer la musala au pour cause on a pépinière les hommes aussi ka ozo on va msu bazo même na baba sena mutu musu bazo même na babuwe donc photo za kama ebele to kabwani. Je comprends que vous avez des difficultés pour avoir des informations. Est-ce que ces difficultés-là ne peuvent pas laisser la place aux spéculations? Quand il n'y a pas d'information, c'est la spéculation, effectivement. Chacun va se faire une idée. Et quand la spéculation, c'est quoi la suite? Au fait, c'est la désinformation carrément. Chacun va se faire une idée de ce que le projet sera et il va partager n'importe quelle information comme il veut. Mais après, nous ne voulons pas que les choses se fassent de cette façon-là. Nous voulons que l'autorité mette en place des mécanismes qui permettront à ce que les gens aient accès à l'information. La transparence. La transparence, oui, ça fait partie Mais l'autre fois, on a fustigé, par exemple, le fait que le projet a été pris au niveau du ministère de l'Énergie et ramené au niveau de la présidence, dirigé par la DEPI. Et à l'époque, il y avait même le parlementaire ne pouvait pas, madame, demander de compte au ministre de l'Énergie parce que le ministre de l'Énergie ne maîtrisait rien. Tout était au niveau de la présidence. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de l'évolution. Et comment est-ce que vous faites pour être en possession de certaines informations? Nous écrivons officiellement aux autorités. Nous demandons des audiences, nous invitons même les autorités à venir intervenir dans nos activités. Bon, on a vu par exemple le président Félix Tshisekedi présider le tout premier forum sur l'électricité. N'est-ce pas un signal fort dans ce sens-là, dans ce secteur qui pourra peut-être permettre d'asseoir la gouvernance? Au niveau de la CORAP, nous avions fait un communiqué de presse pour saluer cette initiative. Mais nous avons fustigé le fait que, comme le président l'a dit, le pays a un potentiel de plus de 110 gigawatts. Et sur le site d'Inga, il y a plus ou moins 45 gigawatts qui sont concentrés. Et il y a plus de 60 gigas sur l'ensemble du pays à travers plusieurs sites. Et pour nous, nous avons fustigé le fait qu'un grand forum comme celui-là, une grande conférence, comme ils l'ont appelé, ne puisse être focus que sur le projet Inga 3. Par contre, ça serait une très bonne chose si ces forums avaient un focus sur le développement de plus de 800 sites hydroélectriques répartis sur l'ensemble du pays qui pourra produire plus de 60 gigas. Et cela donnera au fait aux populations congolaises en priorité accès à l'énergie et va permettre le développement à partir de la base. Plus de 800 sites, il y a un contraste aujourd'hui parce que les taux de desserte en énergie électrique est trop faible, moins de 10%. Vous l'avez toujours signifié. Raison pour laquelle nous avons fustigé le fait que le focus du débat de cette conférence soit mis sur Inga. Alors que moins de 8%, madame, de la population congolaise a accès à l'énergie. Et donc, il faut développer des stratégies, des initiatives ou des projets qui viendront, au fait,
améliorer cet accès des populations. Alors, vous avez parlé de la BAD, la Banque africaine de développement. Vous le savez aussi que d'ici l'année prochaine, le président Félix Tshisekedi va prendre la présidence de l'Union africaine. Peut-être qu'il fallait aussi sauter déjà sur l'occasion dans ce sens-là. Mais ce qui inquiète, c'est peut-être les populations congolaises qui se verront exclues parce qu'on dit que c'est une électricité qui échappe aux Congolais. Bien sûr, elle échappe aux Congolais malheureusement. Et on était mal au point quand on a appris que Inga était un projet prioritaire dans l'agenda 2060 de l'Union africaine. Et l'objectif, dans l'allocution du chef de l'État, on dit que le projet Inga 3 doit venir accélérer l'accès de 60% des Africains, ou plutôt de 40% des Africains à l'électricité. Oui, mais malheureusement, ces Africains-là, ça ne sera pas le Congolais en priorité. On a fait un petit calcul. Inga 3 demande plus ou moins 17 milliards de dollars. Mais avec 17 milliards de dollars, vous savez qu'on peut développer plus de 50 barrages à la dimension de Zongo 2. Vous avez entendu parler de Zongo 2. 150 mégawatts. Donc à cette dimension, on a plus de 50 barrages sur l'ensemble du pays. Vous voyez ? Et donc, nous estimons que le président de la République devra en priorité mettre l'accent sur le développement de ces sites avant de penser à cette énergie qui viendra soutenir l'Afrique, qui viendra soutenir le monde. Le barrage d'Inga a toujours été considéré comme un gros investissement pour le développement de l'industrie. Est-il important d'envisager Inga gigantesque alors que l'industrie en République démocratique du Congo est balbutiante? Bon, oui, on dit que voilà, donc, et puis même un des objectifs de Inga, c'est pour venir renforcer les industries de la RDC, les industries minières en RDC. On veut bien. Mais après, le mal, c'est que depuis toutes ces années, Inga 1, Inga 2, en priorité, c'est les industries qui bénéficient de cette énergie. Mais est-ce que ces industries-là contribuent effectivement au développement local? Il faut aller à Kolwezi, dans le Lualaba, pour constater. Si les taxes sont perçues et que par la suite elles sont mal gérées, que voulez-vous? Est-ce les miniers qui viendront encore voir comment ont été gérées les différentes taxes perçues? Madame, j'aime bien votre question. C'est ça même la clé de toutes nos revendications. En plus de tout ce qu'on avance comme problématique autour des impacts, il y a la question de la gouvernance. Je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, on est en train de vivre une pandémie qui met le monde entier KO. Il semble qu'il y a eu de fonds pour gérer la Covid en RDC. Il semble que le ministre de Finances avait parlé d'autour de 27 millions de dollars. Ce n'est qu'un 27 millions de dollars. Le ministre de la Santé a dit n'avoir perçu que 3 millions de dollars américains. On parle de 3 millions. Mais avec 3 millions, comprenez le chiffre. Mais il y a cette opacité à haut degré. Mais quand on va parler de 17 milliards de dollars, de 20 milliards de dollars, vous comprenez la suite. Raison pour laquelle nous pensons que le niveau actuel de la gouvernance, en plus de tout ce qu'on présente comme problématique autour des impacts, ne permet pas à l'État congolais, n'est-ce pas, de s'engager dans un tel projet. Comme nous parlons de Inga 3, ça sera quoi la place de la Société nationale d'électricité? La Société nationale d'électricité sera là comme un acheteur, parmi tant d'autres, parce que jusque-là, il y a l'Afrique du Sud qui va acheter dans la nouvelle formule de 10 050 MW. L'Afrique du Sud aura 5 000 MW. Et on nous présente que la SNEL et les miniers, eux, à eux seuls, auront aussi 6 000 MW. Donc la SNEL, qui va représenter la population, les industries et l'Afrique du Sud sont là les trois principaux acheteurs du projet Inga 3. On va prendre l'éco-créativité, chers téléspectateurs, apprenons à faire quelque chose pour sauver notre planète Terre. Éco-créativité. De la théorie à la pratique, Philippe Nkobe connaît désormais la valeur de son boisement d'acacia, de l'arbre sur pied à l'acacia transformé en charbon de bois ou en bois de chauffe. Bato bazali na bazamba, bazali na basavane. Nazoko senga na bango, bako tezali vraiment affaire moko malamu. 8 ans après, okoko zoya kosala investissement moko kitoko. Et avec lui, quelques paysans motivés et formés par le PIF pour la valorisation du boisement d'acacia.
À partir de la formation, on a CP qui a une initiative de papa Philippe, qui a monté na salle effort, na le baba moyen pour nous comme principal. Pour nous somba banzete, nous permettre ngai pour nous sala na boulangerie na ngai. Eza ba koni acacia en tout cas ezo sala très kitoko. Na moni vraiment eza vraiment koni moko eza très bien pour les banzete musu tondo salela. Po tondo katsa bulu bulu kuna banzete manga bon. Eleki makasi soko sika mibale kaka pambotia na moto en tout cas ezopela makasi po bato bando yebaka te bato bando yebaka te ke eleki miema siko bato yeko comprendre siko nde nsima apene ke oyo eleki miema. La carbonisation, l'un des moteurs de déforestation avec la production du charbon de bois, un produit de forte consommation suite à la demande des ménages. Kasi eza bien pour anzete nango so de koti moto au protégeant kaka bien et au bimana pe kaka bien. Na sala sala ba misa musu na banzete musu. Apa apa kasi ande yango ndeleki. Oyo ndenge eza boye ko pesa 60 mais oyo tozwi déjà oyo tobwaki wana na oyo eza 20. Comment se présente la clé de répartition? Je reste sur la formule de 10 050 MW parce qu'on ne sait pas, Inga 3, comment ça va évoluer effectivement. Parce que chacun, quand il arrive, il amène sa formule. Je reste sur la formule de 10 050 MW. Sur le 10 050, il y a 5 000 qui sont garantis au fait, pour l'Afrique du Sud. Il y a 6 000 pour les miniers et les populations. C'est une répartition faite sur base de quoi? Je ne sais pas répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que, à ma connaissance, il n'existe pas encore une étude sur le marché, au fait, une étude sur effectivement qui a la capacité d'acheter quoi. Ça n'existe pas encore. C'est parmi les études qui devaient être faites, n'est-ce pas, comme étude complémentaire au projet. Malheureusement, ça n'existe pas. Mais après, pourquoi on classifie? Parce que l'Afrique du Sud a demandé officiellement qu'il veut avoir 5000 MW. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais appris officiellement sur la demande des miniers par rapport à Inga et même la demande de la SNEL. C'est une répartition forfaitaire, permettez-moi de le dire, parce qu'on l'a constaté. Au regard de tout ce qui se passe, vous, en tant que CORAP, comment comptez-vous rectifier les tirs? Nous, en tant que CORAP, qui est une coalition d'ONG, nous sommes dans ce monitoring depuis un certain temps et nous essayons de contribuer pour le mieux en dénonçant par exemple les choses qui ne marchent pas. Parce que nous voulons voir notre pays stable, notre pays émerger, mais pour que le pays émerge, il faut qu'il y ait des bonnes réformes. Il faut qu'il y ait des réformes bien faites. Raison pour laquelle nous avions à l'époque travaillé efficacement pour contribuer dans l'élaboration en fait, de la loi sur l'électricité qui existe et même sur des mesures d'application. La même chose pour Inga, nous sommes en train de travailler dans ce sens, de mener des études et contribuer pour en dénonçant en fait, des choses qui ne sont pas bien programmées. Par exemple, par rapport à cette question d'accès à l'énergie pour tous, on venait de publier au mois de mars une étude sur la récupération de barrages à l'abandon sur l'ensemble du pays. On a identifié plus de 63 barrages. Nous, dans notre rapport, on a identifié 63, mais il y en a plus. Barrages qui sont restés à l'abandon sur l'ensemble du pays. Et nous estimons que pour le bien de la RDC, au lieu que le gouvernement s'attarde à chercher comment réaliser le projet Inga 3, il faut qu'il aille dans le concret. Et le concret, entre autres, c'est la récupération de ces barrages. Parce que c'est plus de mégawatts encore pour la communauté. Une autre chose plus concrète, c'est que le gouvernement doit changer sa stratégie. Au lieu d'aller dans des grands projets comme Inga, qui présentent beaucoup d'impact sur tout ce plan social, environnemental et économique, qui baigne encore au fait, dans une mauvaise gouvernance, parce qu'on a parlé de l'opacité et autres, le gouvernement doit développer au fait, une fiscalité, parce que ça manque dans la loi aujourd'hui,
attrayante pour inviter les investisseurs à venir investir dans des projets sur le 800 sites qu'on a cités à travers le pays. C'est l'Atlas au fait sur les énergies qui a mentionné cela. Et donc, il y a des choses que le gouvernement doit faire pour encourager le développement de micro-barrages ou des barrages à taille moyenne, et parce que c'est moins coûteux, n'est-ce pas? C'est moins d'impact, mais aussi c'est plus rapide pour accélérer l'accès à l'énergie. Et tout ce barrage développé à travers le pays, s'ils sont mis dans un pool énergétique, on peut créer ce raccordement au fait de tous les réseaux, de sorte à améliorer au fait l'accès. Et même on peut aller au-delà de 100% de population congolaise et même la vente. Mais est-ce que vos dénonciations produisent des effets? Je pense que oui, parce que l'autre fois, par exemple, pour la loi sur l'électricité, on a eu à faire des analyses. Et ces analyses nous ont permis de faire des propositions. Et ces propositions, d'une manière ou d'une autre, étaient prises dans la loi. La même chose pour les mesures d'application. On peut dire que nos autorités nous écoutent. Bien que quelquefois, il y a de ces acteurs qui estiment ou qui nous considèrent comme étant des troubles faits. Non, la société civile n'est pas là pour faire des désordres. Par contre, notre rôle est celui d'éveiller les consciences de sorte que tous les projets qui sont en développement puissent être bénéfiques pour le pays. Qui est derrière vous? Qui est derrière nous? C'est les communautés locales, c'est la population congolaise et c'est des têtes pensantes de la République démocratique du Congo. Votre source de financement? Les sources de financement, nous avons des financements internes parce que nous sommes d'abord une plateforme d'organisation et nous postulons à des projets, à des appels à projets qui sont lancés à travers des bailleurs internationaux qui entrent dans notre logique d'action. Et sur base de ça, nous venons réaliser nos activités. Je peux prendre le cas, un exemple, la RDC par exemple. Il y a des ressources internes, il y a des ressources externes sur base d'une planification, d'un programme bien donné. La même chose pour nos organisations également. Place au concept vert. Concept vert. El Niño est un courant marin chaud qui se forme près de l'équateur, est de l'océan Pacifique, et juste après Noël, parce que le temps est très chaud pendant cette période de l'année. D'où le nom de El Niño, qui veut dire en fait « enfant Jésus ». Nous sommes en 2020, la République démocratique du Congo a totalisé 60 ans d'indépendance. Indépendance Nabiso. S'il faut parler de cette indépendance dans le secteur de l'électricité, qu'est-ce que ça donne? À quoi est-ce que ça renvoie? Bon, malheureusement, c'est un constat malheureux. C'est-à-dire qu'il y a des barrages qui ont été construits depuis les années 70, Inga et Inga 2. Après, il y a eu quelques barrages à travers le pays. On a vu... c'est vrai qu'avant Inga et Inga 2, il y avait Zongo, il y avait Sanga, il y avait quelques barrages à travers le pays. Mais depuis un certain moment, il n'y avait plus rien. La population croît, mais il n'y a pas de solution pour répondre aux besoins énergétiques. Et donc, plusieurs années durant, et aujourd'hui, on se retrouve 60 ans après, qu'il y a moins de 8% des populations congolaises qui ont accès à l'électricité. Raison pour laquelle nous disons que ce n'est pas normal. Et l'Atlas qui nous donne des opportunités, et malheureusement, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas une politique nationale énergétique qui peut orienter tous les investissements dans le secteur de sorte à faire en sorte que les taux d'accès puissent Qu'est-ce qui manque pour avoir cette politique nationale sur l'énergie? Une politique nationale, c'est l'autorité, c'est le gouvernement qui doit la développer sur base de C'est un la peu vision du parce chef que de c'est cette l'État. politique-là qui est censée donner des orientations. Malheureusement, là, il semble que la dernière politique que le pays a eue, ça date de 2009, et même celle de 2009 est obsolète aujourd'hui. C'est pourquoi nous, on constate que les choses vont dans tous les sens. Il faut une politique nationale énergétique qui définit les actions à mener dans le secteur, qui définit les priorités dans le secteur pour arriver, n'est-ce pas, à avoir des bons projets
pour, n'est-ce pas, améliorer le secteur énergétique. Et comment vous projetez les 60 prochaines années dans ce domaine? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire? Prioritairement, comme je le disais, il faut que le gouvernement arrive à développer une politique nationale énergétique qui se projette au fait sur toutes ces années. La deuxième des choses, c'est qu'il faut une planification énergétique. Malheureusement, le constat, c'est que chaque partenaire au développement qui arrive avec sa vision, le gouvernement s'engage dans cette vision. Il n'y a pas la continuité. Il y a rupture à chaque fois. Il y a rupture à chaque fois qu'il y a un nouveau qui a de moyens, alors que tout cela devait être bien géré dans une politique, dans une planification, et il y aura continuité. Et donc, sur les 60 prochaines années, il faudrait que le gouvernement mette du sérieux dans ce sens, de développer une vision, n'est-ce pas, sur ces années, à partir des barrages à taille moyenne et d'autres sources d'énergie. Nous avons les énergies solaires aujourd'hui qui met tout le monde d'accord à travers le monde. Le Maroc aujourd'hui est parmi les pays qui ont plus d'énergie solaire, par exemple. Et donc ce sont des alternatives. Et les potentialités, il y en a au niveau du pays? Oui, nous avons des potentiels en hydroélectricité, en solaire, en éolien, en géothermie, en biomasse. Donc le pays est très riche, mais il faut le mix énergétique. Mais ce mix-là doit être défini sur base d'une politique nationale énergétique qui met en avant les énergies renouvelables, parce qu'il faut, n'est-ce pas, qu'on contribue aussi à la réduction des émissions. 60 ans après l'indépendance, Inga 3 qui dérange, l'absence d'une politique nationale dans le secteur, comment vous résumez? Ce que je peux dire en résumé, c'est que nous sommes en train de craindre la répétition d'une histoire. C'était ça même l'objet de la lettre ouverte qu'on a écrite au président de la République, c'est qu'à l'époque, on a construit Inga 1 et Inga 2, mais ça n'a pas apporté au fait, quelque chose de plus considérable au fait, sur le plan de développement. Malheureusement, on est en train d'aller avec Inga 3, un grand projet, mais qui n'est pas bien coordonné, qui n'est pas jusque-là bien planifié, qui est dans l'opacité. On ne voudrait pas voir le pays se retrouver dans les mêmes erreurs du passé. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, c'est ça le message que nous lançons au président de la République. Donc, nous lui demandons, n'est-ce pas, avec toute objectivité, de prendre des mesures de sorte qu'on puisse développer des projets qui soient bénéfiques d'abord à la RDC, qui puissent soutenir le développement à partir de la base et le ramener au sommet, puis ensuite penser à des projets qui vont connecter le monde extérieur, l'Afrique et le monde entier, au fait, si on le veut bien, parce que le grand Inga aura cette capacité. Alors, il y a quand même une question qui me passe en tête avant de vous remettre à mon carnet pour avoir votre idée pour la planète. Quel est votre degré de collaboration avec le gouvernement? Nous, en tant que société civile, on essaye de faire les nécessaires pour que notre collaboration soit au beau fixe. Mais malheureusement, des fois, on est mal compris. Est-elle comprise? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Malheureusement, on est mal compris sur base de certaines positions que l'on prend. Mais je voudrais rappeler ici que les positions que nous prenons souvent, c'est toujours dans l'intérêt du pays. C'est pour soutenir ce même gouvernement à réaliser des projets durables surtout. Parce qu'on ne voudrait pas que certains individus puissent bénéficier des ressources de tout un pays qui est la RDC, c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'état des droits, je pense, doit venir rectifier ses tirs. Et je voudrais finir en disant que le président de la République a comme slogan de son parti « Le peuple d'abord ». Et pour nous, le peuple d'abord, c'est de booster le développement d'une économie à partir du milieu rural, à partir de la base, pour que cela soit impulsé au niveau national et partir pour le bon. Mais sinon, si on part avec des grands projets comme Inga, ce ne sont pas des projets pour la population. C'est des projets qui sont négociés dans des salles climatisées, qui ne tiennent pas compte des réalités de terrain. Malheureusement, souvent pas. Et c'est pourquoi nous disons au chef de l'État que le peuple d'abord, mais le peuple d'abord, c'est prendre en considération les intérêts primaires de la population congolaise. Dans un état de droit. Bien évidemment. Merci beaucoup, M. Emmanuel. Avant de nous séparer, je vais vous passer mon petit carnet pour nous laisser votre idée pour la planète. Voilà. Mon idée pour la planète.